On espère. Donc, DLT blockchain, allons-y gaiement. Mais avant de comprendre exactement de quoi nous parlons, il faut vraiment comprendre un petit peu la technologie. Sans vraiment rentrer dans des détails très profonds de la technologie, j'aimerais quand même vous parler de deux mots, ce que c'est la blockchain, ce que c'est la DLT. Et une fois qu'on a compris comment cela fonctionne, vous allez comprendre en fait le potentiel de développement et pourquoi le marché est en pleine ébullition autour de ces technologies, autour de ces projets. Donc, la première des choses, c'est de comprendre la DLT. Et la DLT, pour la comprendre, je vous propose l'écran suivant où on voit, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'Albert Einstein. Pourtant, nous avons tous des cerveaux qui sont différents. Nous n'avons pas un intérêt à mentir. Nous sommes tous là en train de dire c'est effectivement Albert Einstein. Donc, comment fonctionne ici le niveau de l'information? Cette information, ben, vous l'avez eue un jour, vous l'avez stockée quelque part dans votre cerveau. Et nous sommes aujourd'hui une vingtaine de personnes. Nous avons une vingtaine de personnes qui ont des cerveaux, qui ont reçu des informations identiques à des moments différents de leur vie. Et donc, nous pouvons certifier tous ensemble qu'il s'agit bien d'Albert Einstein. Si maintenant quelqu'un vient et dit, mais non, ce n'est pas Albert Einstein, mais c'est Monsieur Macron. Tout le monde va dire, mais monsieur, ce n'est pas monsieur Macron, c'est Albert Einstein. C'est exactement ce qui se passe en fait dans la technologie ici, c'est qu'on prend une information et cette information, au lieu de la mettre dans des cerveaux, on va les mettre sur des serveurs informatiques sur la planète qui sont tous indépendants les uns des autres. Et ces ordinateurs sont payés, sont rémunérés pour écrire ces informations. Donc, ce que l'on voit ici, c'est une information qui est dispatchée sur des milliers de serveurs et qui fait en sorte que l'information est validée et, d'une certaine manière, très difficile à hacker. Parce que si vous voulez hacker cette information et transformer l'information d'Albert Einstein en disant qu'il s'agit de Macron, vous devrez hacker plus de la moitié des ordinateurs de la planète simultanément, ce qui est évidemment quelque chose de très difficile. Donc, ce que l'on comprend ici, cette technologie, en français, c'est la technologie de registres distribués. Au lieu, vous avez un registre, ce registre contient une information et vous la déployez sur des milliers de serveurs indépendants les uns des autres. Aujourd'hui, le genre d'information, quand vous prenez par exemple une information d'un compte en banque, vous le trouverez sur le serveur d'une seule banque. Donc, il faudra interroger une seule banque pour pouvoir connaître le solde de votre compte. Ici, vous n'avez pas besoin d'interroger une banque, vous devez interroger en fait par Internet ce qui est écrit dans la distributeur Ledger Technology. Mais évidemment, on ne va pas simplement inscrire des photos d'Albert Einstein, même si ce type est extraordinaire, mais on va plutôt prendre des informations comme celles que nous voyons à l'écran, c'est-à-dire un numéro de série de billets de banque, et on va y juxtaposer le numéro de carte d'identité. Ces deux informations que l'on va mettre ensemble, on va les dispatcher sur des milliers de serveurs sur la planète, et vous pourrez ainsi justifier de la propriété du billet de banque. Donc, vous n'aurez plus besoin de prouver que l'argent est parti, puisque pour faire une transaction, pour donner ce billet de banque, vous allez devoir donner l'autorisation avec votre carte d'identité et la signature de votre carte d'identité aux ordinateurs qui sont sur la distributeur Ledger d'inscrire le numéro de carte d'identité de la personne qui va recevoir le billet. Donc, si je résume, aujourd'hui, vous avez sur ces milliers de serveurs votre billet de banque avec le numéro de série, avec votre numéro de carte d'identité. Quand vous allez le donner à la personne à qui vous voulez le donner, en contrepartie d'un service ou d'un produit, eh bien, vous lui donnez le droit d'inscrire à son tour son numéro de carte d'identité à côté du numéro de série du billet. Et là, vous comprenez bien qu'on n'a pas besoin de banque pour faire un transfert. Ici, le transfert se fait simplement en faisant une écriture sur ces milliers de serveurs sur la planète avec l'autorisation du propriétaire d'inscrire un nouveau propriétaire pour ce billet de banque. Vous comprenez qu'ici, l'élément le plus important, c'est la désintermédiation. Donc, si vous voulez faire un transfert, vous avez une personne qui est de l'autre côté de la planète, ça ne change rien puisque ce transfert se fait par Internet. Ce n'est pas un transfert où vous devez donner un ordre à votre banque, d'envoyer vers une autre banque, qui doit envoyer à quelqu'un d'autre qui peut coûter cher et qui peut prendre du temps. Donc, cette technologie, qui est assez révolutionnaire, permet, d'une certaine manière, d'envoyer de la valeur par Internet.
Donc, fondamentalement, la blockchain, c'est un registre public inviolable qui enregistre l'historique de qui possède quoi et qui fait quoi. Il est évident qu'on peut mettre d'autres choses que des billets de banque. On pourrait mettre, par exemple, le numéro de châssis de votre voiture et le mettre avec votre numéro de carte d'identité. Donc, on pourrait simplement voir, vous êtes propriétaire de ce véhicule et quand vous le vendez qu'à une seule personne. Vous ne pouvez pas vendre le même véhicule 2 fois ou 3 fois, puisqu'une fois que vous l'avez vendu, il y aura un autre propriétaire correspondant au numéro de châssis. Donc, vous vous rendez compte en termes de désintermédiation, en termes de simplification administrative, les centaines d'applications qui vont pouvoir être développées et utilisant cette technologie. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de blockchain? Alors, sans rentrer véritablement dans les détails très techniques, ces transactions que vous faites, par exemple un paiement, un transfert de propriété, il faut les écrire sur ces milliers d'ordinateurs sur la planète. Et on le fait comment? On le met dans des blocs de transactions. Et chaque bloc de transaction est envoyé et dispatché sur les ordinateurs de la planète. Et dans chacun de ces blocs, est contenue une référence au bloc précédent. C'est un petit peu comme dans ceux qui ont l'habitude de ça, les PV de conseil d'administration. Souvent, on commence dans le PV d'administration du jour. Le conseil d'administration prend connaissance du PV de la fois précédente, l'approuve, et donc vous créez en fait un lien par rapport à PV précédent, ce qui fait que personne ne peut retirer un PV parce qu'à ce moment-là, il manquerait effectivement cette référence. Et de la même manière, la blockchain relie ces blocs par une chaîne, et c'est pour ça qu'on appelle c'est une chaîne de blocs, une blockchain. Comme ça, vous voyez la différence entre la blockchain et la distributed ledger technology. Ce ne sont jamais que des systèmes d'écriture, des systèmes comptables, hein, ce sont des systèmes de registre qui possèdent quoi, qui sont déployés sur la planète. Vous l'avez compris que ces transactions sont traçables, puisque le billet de banque que vous avez donné à votre voisin, eh bien, votre voisin, il a inscrit son numéro de carte d'identité, qui lui-même va le donner à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc, toutes les transactions peuvent être tracées et sont traçables. Vous allez me dire, oui, il y a des choses anonymes. Oui, il y a encore des choses anonymes, mais petit à petit, vous allez voir que l'anonymat sur les monnaies les plus importantes va disparaître. Et donc, on le voit aussi dans les systèmes que nous utilisons, par exemple, au sein de Bit4You. Nous pouvons analyser des transactions. Nous avons, par exemple, des clients qui nous demandent nous voudrions officialiser les cryptos que nous détenons. Eh bien, nous pouvons voir si ces cryptos proviennent effectivement d'un achat qui aurait été effectué sur notre plateforme et l'origine de cette crypto. Alors, comment ça fonctionne? Si quelque part dans le monde des forces de police attrapent un malfaiteur, et que ce malfaiteur détient de l'argent. Mais l'argent, ils ne pourront pas faire grand-chose en termes d'identification. Par contre, s'ils tombent sur des clés crypto, ils vont bien voir qu'il y a de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort de cette clé, puisque tout est dans la blockchain. Et donc, ce jour-là, la police communique aux sociétés qui font du tracing le caractère illicite de l'argent en question. Et nous, on peut donc effectivement tracer si c'est de l'argent qui vient de la drogue ou de l'argent qui viendrait d'une autre activité qui serait illégale. Donc, d'une certaine manière, l'argent qui est en circulation n'a pas de mémoire, a une mémoire totale et aussi indépendante des frontières, puisqu'ici, il n'y a plus de frontières. Et je sais que nos amis qui travaillent dans la compliance dans les banques, quand on leur parle de ça, ils trouvent ça fantastique, puisqu'ici, les transactions peuvent avoir eu lieu au Panama ou à Luxembourg ou à Bruxelles. Ça ne change strictement rien, c'est toujours dans la sphère Internet et on peut toujours voir comment ça fonctionne. Donc, très, très important, cette traçabilité. Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est que le blanchiment d'argent dont tout le monde parle dans les cryptos et dans les technologies, c'est pas ça qui est dangereux. C'est pas la monnaie, c'est pas la technologie. Ce qui est dangereux, c'est l'anonymat. De la même manière, quand vous avez un flash sur les autoroutes, un radar, eh bien, les gens ralentissent parce qu'ils savent qu'avec leur plaque d'immatriculation, ils vont se faire reconnaître et donc ils vont devoir payer quelque chose. Mais par contre, s'ils n'ont pas de plaque d'immatriculation ou une fausse plaque d'immatriculation, ils vont se lâcher. Ici, c'est exactement la même chose. Le véritable problème, ce n'est pas le blanchiment, mais c'est l'anonymat en fait de la crypto. Donc, en gros, ce qui est important, c'est de certifier l'identité, d'avoir une identité certifiée. Et cette identité certifiée, par exemple, en Belgique, nous utilisons It's Me,
It's Me, c'est un conglomérat de plusieurs banques et d'opérateurs télécoms qui ont décidé, et c'est pas force légale en Belgique, puisqu'on utilise au niveau du gouvernement et des sites du gouvernement, du site fédéraux, pardon, pour s'identifier. Ils utilisent leur KYC respectif et chacun reconnaît la validité du KYC de l'autre. Donc, si par exemple KBC reconnaît le KYC de Belfius, un client de Belfius pourra s'identifier chez KBC très simplement en utilisant cette application sans avoir à produire sa carte d'identité, une preuve d'adresse, comme on a l'habitude de le faire. Mais cette identité, effectivement, on peut aussi la stocker dans la blockchain et on peut voir un certain exemple. Je suis persuadé que, voilà, je voudrais vous montrer une petite vidéo et en plus, ça a l'air de fonctionner. On est super content. The UN launched blockchain in May 2017. It now supports over 100,000 Syrians living in refugee camps. In just a few seconds and without the exchange of any cash, groceries are bought all through the scan of an iris. That's the efficiency of blockchain. Every person is giving 20 dinar for themselves and their children. They take the food they want from the supermarket and go to the cashier, who takes the information from their eyes. And then they bring their purchases to their house. Blockchain could provide a solution to problems which have plagued the aid sector for decades. In 2012, former UN Secretary General Ban Ki-moon said that 30% of donations failed to reach beneficiaries due to middlemen and corrupt officials. But through blockchain, corruption is almost impossible. It allows the UN to track the movement of every cent from an instant a donation is made to when a physical good is bought. UN agencies like the World Food Programme can save around $40,000 a month. The success of blockchain in Jordan is leading the UN to bring the technology to other humanitarian missions, with the hope of reaching more people in need. Voilà, on va couper ça, on va revenir à notre présentation. Et donc, en gros, ce que l'on vient de voir ici, le camp de réfugiés en Jordanie, ces gens qui sont dans une zone de guerre, eh bien, effectivement, quand ils fuient, ils ne prennent pas beaucoup de choses avec eux, ils prennent les choses les plus fondamentales, c'est-à-dire éventuellement un mobile pour rester en contact avec leur famille et de quoi subsister, peut-être quelques biens de valeur pour pouvoir faire des échanges au cas où. Et donc, quand ils arrivent dans ce camp, la seule identité que l'on puisse leur donner, c'est une identité numérique. Et cette identité numérique, elle est basée sur la biométrie. La biométrie, ici, entendons-nous bien, c'est un scan de l'iris qui est couplé avec, en supplément aux empreintes digitales. Donc, la personne se présente à l'entrée du camp et son identité, c'est donc un numéro qui est stocké par rapport à son œil, à son empreinte digitale. Quand cette personne va ensuite être enregistrée, on va pouvoir y joindre un wallet dans lequel le fonds des Nations Unies, le World Food Programme, va pouvoir verser $50 par semaine. Alors, vous imaginez, dans le temps, c'était des bons, c'était des vouchers, donc les gens pouvaient être facilement volés, surtout les personnes plus faibles. L'argent pouvait être détourné, ça coûtait très cher en une certaine manière. Et ici, on prend une identité unique, qui est le scan de l'iris et l'empreinte digitale, dans lequel on y adjoint un certain montant. Et ça, on le met dans la blockchain, on le met dans la distributed ledger, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt. Et donc, tous les serveurs qui sont connectés à cette blockchain savent que la personne qui a l'œil numéro un tel détient autant d'argent. Et donc, quand elle va au magasin, elle n'a pas besoin d'avoir de GSM, aucune technologie. Simplement en présentant son œil devant la caméra, c'est déduit de son compte. Donc, en termes de sécurité, c'est extraordinaire. Le vol devient impossible. Et cette identité sert aussi pour construire un dossier à la personne dans le cadre de son immigration dans d'autres pays, pour notamment le parcours d'intégration, l'apprentissage des langues, la certification du diplôme. Donc, on voit ce qui est en train de se passer. J'ai
ici. Donc, dans le KYC à distance, nous, on utilise des technologies comme Jumio aujourd'hui, parce que le KYC, l'identification du client, vous l'avez compris, c'est vraiment le rempart contre le blanchiment et la criminalité. On est obligé d'utiliser des choses extrêmement perfectionnées. Ici, c'est de l'identification par mobile, où on fait différents tests. On prend la carte d'identité, on vérifie si la carte d'identité est valide, le numéro de la carte d'identité est validé par rapport à une base. On vérifie s'il y a, avec un programme d'intelligence artificielle, si le visage correspond à celui qui est actuellement présent sur la carte d'identité. Et à côté de ça, on doit vérifier évidemment que le visage est un vrai visage, n'est pas une photo. Donc, on demande à la personne de monter, de faire une rotation de son visage pour s'assurer que c'est bien la bonne personne et que ce n'est pas une personne avec simplement une photo qui est présentée à l'écran pour pouvoir essayer de spoofer une identité. Donc, le KYC à distance, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est utilisé de plus en plus par les banques, notamment les banques les plus nouvelles. Je ne vais pas citer de nom, mais on les appelle les néobanques. Et nous-mêmes, chez Bit4You, nous utilisons ce genre de service si les gens ne disposent pas d'ITSMI. Nous sommes, par exemple, actifs au niveau européen. Eh bien, à Luxembourg, si vous enregistrez sur la plateforme de Bit4You, vous pourrez utiliser ce genre de système qui va pouvoir valider que vous êtes bien la personne qui est sur la carte d'identité. Donc, nous, c'est une sécurité supplémentaire que l'on donne aussi à toutes les transactions, puisqu'on sait que les transactions sont tracées, traçables, les gens le savent. Donc, le blanchiment d'argent, normalement, ne devrait pas avoir lieu, ou bien s'il a lieu, il va laisser des traces indélébiles, puisqu'elles seront dans la blockchain et pour très longtemps. Voici pour la partie KYC à distance. Maintenant, on a vu l'exemple en Syrie, mais on peut l'utiliser tout à fait autrement. Là, je vais vous montrer un autre exemple. Ça se passe en Chine. Donc là, c'est une combinaison du portefeuille numérique et de la biométrie. Et on va le voir sur Internet. Regardez aujourd'hui comment on peut faire ses courses. Do you want to make $1,000 today and then On va peut-être pas faire $1 000 aujourd'hui, mais on aura appris quelque chose. Donc, voici pour ce qui se passe actuellement en Chine, où la signature se fait avec un sourire, parce qu'évidemment, simplement scanner un visage est peut-être dangereux. Eh bien, les Chinois ont trouvé quelque chose de sympathique, c'est de dire, au moment où vous passez devant la caméra et que vous effectuez un sourire, le sourire servira de signature et de confirmation de la transaction. Donc, ce que vous comprenez ici, c'est que l'argent devient programmable aussi, puisque cet argent est sous forme numérique. On a bien compris qu'on inscrit une transaction dans la Distributed Ledger Technology en utilisant la blockchain. Vous faites le transfert d'un billet de banque qui vous appartient à quelqu'un d'autre, mais tout ça se fait sous forme numérique. Et donc, qui dit numérique, dit programmation. Donc, on peut programmer des tas de choses avec cet argent. Par exemple, vous avez des enfants. Si vos enfants sont en bas âge, quand vous leur donnez de l'argent, vous aimeriez peut-être faire en sorte que vos enfants puissent acheter ce qu'ils veulent, sauf de l'alcool et des cigarettes. Eh bien, c'est programmable. Vous pouvez programmer, par exemple, de l'argent qui ne fonctionnerait que dans une certaine chaîne de magasins ou plusieurs chaînes de magasins, et vous pourriez programmer ce que vous voulez supprimer. Donc, c'est vraiment assez intéressant de se dire, tiens, on peut programmer l'argent, mais ce n'est pas simplement programmer dans ce sens-là. On peut programmer l'argent par rapport à la survenance d'un événement. Donc, que ce soit des assurances, par exemple, j'entends quelqu'un d'autre, bonjour. L'argent devient programmable, mais on peut faire donc pas mal de contrats d'assurance. Notamment, on peut penser aux assurances sécheresse. La sécheresse est définie dans la loi par un certain nombre de jours où la température
dépasse, je pense que c'était 35 degrés, et la pluie n'est pas tombée depuis un certain nombre de jours, à ce moment-là, l'événement sécheresse est déclenché. Si quelqu'un aurait souscrit à un contrat sécheresse, sa prime payée, le système peut voir que le contrat est valide, que l'élément sécheresse est activé, et donc l'indemnité pourrait être payée immédiatement à la personne qui a souscrit le contrat sans aucune intervention humaine. On a d'autres types de contrats d'assurance, comme par exemple les retards d'avion. Les retards d'avion sont disponibles sur Internet. On connaît les heures de décollage, on connaît les heures d'atterrissage. Donc, immédiatement, on sait s'il y a un retard, on connaît la longueur, la durée de ce retard. Et en fonction de l'assurance qui a été prise par le client, qui a pris une assurance 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures, en fonction de la prime qui a été versée, automatiquement, l'argent, l'indemnité est payée à la personne qui y a droit. Et donc, l'assureur, ici, n'aura plus qu'à régler son niveau de marketing et le niveau de prime dont il a besoin par rapport à son objectif business. Un contrat qui fonctionne tout seul, un contrat intelligent. Mais évidemment, on peut voir ces contrats intelligents un petit peu dans tous les domaines. On peut le voir dans l'aspect légal. Dans l'aspect légal, on peut voir quand une partie a transféré un bien, eh bien, la contrepartie s'exécute automatiquement. On peut le voir dans la supply chain, être sûr que des biens sont bien bio. Vous avez une production de petits pois bio de 500 kilos, et cette production passe par différentes personnes, il ne peut pas y avoir 600 kilos à la sortie. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend 100 kilos, livraison de 100 kilos, il signe dans la blockchain et on passe de 500 à 400, de 400 à 200, de 200 à 100, mais il n'est pas possible d'en vendre plus que les 500 de départ. Donc, à l'origine, le cultivateur qui va vendre ses haricots, il va dire, ben voilà, j'en ai 500 kilos. Donc, dans la blockchain, dans la supply chain, il y aura marqué 500. Donc, impossible. Donc, pour tout ce qui est traçabilité, c'est extrêmement important. Au niveau du gouvernement, vous l'avez compris, la simplification administrative et notamment, pourquoi pas, le paiement des allocations qui pourrait se faire automatiquement. Donc, tout ce que l'État vous verse, au lieu de le verser directement sur un compte en banque, qui peut changer, là, vous le recevriez instantanément sur votre wallet qui est lié à votre identité. Au niveau de l'énergie, il y a beaucoup de projets aussi. Au niveau, par exemple, en Thaïlande, il y a des projets où des gens produisent de l'électricité, le revendent directement à leurs voisins. Et toute la facturation, il n'y a plus de facturation, ça se passe par des contrats intelligents qui tiennent compte du nombre de kilowatts qui sont passés d'un côté à l'autre et donc du netting de la dette qui reste de l'un envers l'autre à la fin de la période de facturation. On peut le voir pour le food, on peut le voir pour le retail, pour la santé, les assurances, travel. Il n'y a pas de limite. Et donc, vous vous rendez compte qu'on parle quand même beaucoup plus que de Bitcoin. On parle de plusieurs milliers de projets. Tant et si bien que nos gouvernements commencent à le comprendre, mais l'Europe le sait déjà, puisque l'Europe est en train de créer ses standards de communication, parce que c'est bien d'avoir une technologie dans son pays, mais si cette technologie ne peut pas discuter avec les autres pays, on est dans un vase clos. Donc, l'Europe a déjà effectivement mis en place les standards de telle manière à ce que les identités puissent être reconnues dans les différents pays, que différents types de services qu'on va voir juste avant, par exemple les diplômes, que les diplômes soient reconnus dans les différents pays, que la traçabilité puisse se faire et évidemment, il y a plein d'autres cas. Je vous suggère d'aller voir le site de l'European Blockchain Standardization Institute. Beaucoup de choses à voir de ce côté-là. Donc, je vous parlais de milliers de projets. Il n'y a pas que des crypto-monnaies. Donc, ce jour, j'étais vous faire un petit copy-paste. Il y a 16 922 cryptos, donc projets cryptographiques. Ça fait beaucoup. Hein. On pense souvent, les gens connaissent Bitcoin, Ethereum, à la limite Ripple, mais il y en a encore des milliers et des milliers. Les exchanges sur la planète, il y en a 453. Aujourd'hui, ce matin, la market cap de tout ça représentait 2000 milliards de dollars. Et un volume échangé sur 24 heures de près de 78 milliards de dollars. Donc, c'est une industrie qui est quand même assez importante, qui est en train de se développer à une vitesse assez phénoménale. Et qui dit développement, dit aussi régulation. On voit les régulations qui sont en train de se mettre un peu partout en place en Europe. Vous les voyez à travers les années et on avance de plus en plus vite, de telle manière aussi à ce que on puisse réguler et surtout bien comprendre les risques et limiter les risques pour le consommateur, entre autres. Christine Lagarde va lancer son crypto-euro.
on ne va pas dire crypto-euro parce que c'est un mot qu'ils n'apprécient pas forcément. Ils préfèrent dire euro digital. Donc, ce qui veut dire que nous allons avoir de l'argent sous sa forme digitale. Vous allez me dire, mais on a déjà de l'argent digital, mais si ce sera de l'argent qui va fonctionner sur une blockchain. Donc, vous aurez le choix d'avoir cet argent disponible partout. Et cet argent, il est assez extraordinaire parce que vous pourrez faire des transactions de pair à pair. Quand je vous disais au début de la présentation, vous donnez un billet de 50 € à votre voisin. De la même manière, vous allez pouvoir donner de l'euro digital à votre voisin sans passer par une banque. Donner un exemple frappant d'utilisation. J'ai mon fils qui vient de s'établir en Suisse et on devait faire un paiement de 60 francs suisses. Alors nous, on prend notre application bancaire. La Suisse, c'est plus l'Europe, c'est déjà un virement international. Eh bien, figurez-vous que pour 60 francs suisses, ma banque m'a compté 35 € de frais. C'est quand même pas mal. Et le virement a mis 4 jours pour arriver. Alors, vous comprenez, les applications ici, elles prennent vraiment leur sens. Maintenant, il y a différents risques aussi qui sont liés à un euro digital. Le premier de ces risques, c'est de dire, mais si moi j'ai de l'argent auprès de ma banque, il y a un risque de faillite. On a déjà vu en 2008, il y a quelques banques qui sont parties en faillite. Et indépendamment du risque de faillite, un compte en banque est rarement gratuit. Tandis que l'euro digital, il sera auprès de la Banque centrale européenne. Le risque de faillite de la Banque centrale européenne, il est quand même nettement moins important que celui d'une banque, même si celui d'une banque n'est déjà pas très élevé. Et deuxièmement, le compte est gratuit. Donc, il risque d'y avoir des choses intéressantes à voir. Ils y ont pensé, hein, donc ils ont peur d'un bank run qui pourrait déstabiliser le système monétaire, parce que si on a effectivement un bank run, comment vont faire les banques pour pouvoir garder leur ratio d'endettement et donc de prêt, leur capacité de créer de la monnaie. Je pense que la première limitation qu'ils ont mise, je ne sais pas comment ils vont faire pour la garder, c'est de limiter la taille du portefeuille digital à 3 000 €. Donc c'est vraiment très bas. Mais il y a de la pression. Et cette pression, elle vient notamment de Facebook. Facebook qui veut lancer son projet de crypto-monnaie stable, c'est-à-dire backé par de l'argent, du vrai argent, notamment un panier de devises qui inclut de l'euro, du yen, du yuan, de la couronne norvégienne et du dollar, si je ne m'abuse. Et le concept de Facebook, c'est de dire, écoutez, nous, on va émettre pour 1 milliard d'euros de monnaie, mais en contrepartie, nous avons le milliard d'euros que nous gardons sur des banques. Et donc, Facebook veut digitaliser cet argent sous forme de crypto-monnaie et permettre aux jeunes qui utilisent, jeunes et moins jeunes, qui utilisent Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, de pouvoir se faire des paiements de pair à pair. Donc, quand aujourd'hui vous décidez d'aller dans un restaurant, vous pourriez payer en utilisant Facebook, ce qui n'est pas encore le cas en Europe, mais qui va arriver. Et le véritable danger, c'est qu'on va devoir sortir de l'euro pour passer sur le diem de Facebook, c'est le nom de cette monnaie. Et ça peut effectivement aussi créer une vague de fonds. Vous imaginez bien, Facebook, c'est 2,4 milliards de clients. Si vous avez 25% de ces clients qui disent, mais tiens, avec Facebook, je peux faire des paiements, je n'ai pas besoin de payer un compte en banque, tout le monde accepte ça. Et 25% de 2,4 milliards, ça fait quand même 600 millions de personnes, c'est-à-dire pratiquement 2 fois la zone qui utilise de l'euro aujourd'hui. Ça peut déstabiliser véritablement les systèmes et ça explique très fortement aussi pourquoi il y a eu cette levée de bouclier au niveau des banques centrales de tous les pays du monde contre Mark Zuckerberg qui a dû faire marche arrière et revoir sa copie avant de revenir à la charge. Et donc, on le voit revenir actuellement à la charge. Maintenant, quand on voit l'euro digital qui se développe, on voit aussi toutes les techniques anti-blanchiment qui sont en train de se développer. Au niveau européen, on aura une AMLA, donc une Anti-Money Laundering Authority, qui lui va voir tout ce qui se passe et qui va pouvoir à ce moment-là autoriser ou interdire certaines transactions. Donc on a vraiment un Big Brother qui est en train de se mettre en place. Cela peut avoir des influences évidemment sur notre vie privée. Beaucoup de gens se posent des questions quant à l'avenir, puisque vous avez compris que la traçabilité, elle est totale et que tout le monde n'a pas forcément envie que tout se sache. Maintenant, la question, elle est chez les politiques, c'est comment vont-ils faire pour interdire les États à leur niveau pour accéder à certains types d'informations. Et je crois que l'Europe devra légiférer au niveau de directives pour pouvoir protéger la vie privée du consommateur. Parce qu'effectivement, un pays qui déciderait
par exemple, de faire des mesures discriminatoires par rapport à une religion, pourrait éventuellement repérer tous les individus qui ont fait des transactions vers des sociétés qui correspondent à la philosophie en question. Donc, vous imaginez, on aurait mis ça en 1939, ce qui aurait pu se passer. Ils auraient pu geler l'argent, par exemple, de tous ceux qui étaient bolcheviques, juifs, gitans, homosexuels. Ils auraient pu le geler immédiatement. Donc, il va falloir trouver une solution au niveau européen. J'ai confiance en l'être humain, mais il faudra quand même faire très, très, très attention. Donc, la protection du consommateur, c'est très important. On en parle de différentes directives, AMLD5, AMLD6, MiCA. Et donc, vous voyez l'adoption de la crypto-monnaie en général, parce que c'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur phénoménale. Depuis que Satoshi Nakamoto a créé son Bitcoin en 2008 jusqu'en 2021, il y a 106 millions d'utilisateurs qui ont été convaincus et qui l'utilisent. Et vous voyez qu'entre janvier 2021, on est passé jusqu'en novembre 2021 de 106 millions à 292 millions, c'est-à-dire pratiquement 3 fois. En un an, on a fait 3 fois ce qui a été fait en 12 ans. Donc la vitesse est assez importante. En Europe, on parle d'un taux d'adoption de l'ordre de 4 à 6% et qui va en croissant. Donc, il y a un virage à ne pas louper et certains métiers qui pourraient être impactés effectivement par la blockchain, puisque vous avez compris que la désintermédiation va augmenter l'efficacité de l'entreprise, augmenter le service à la clientèle, du moins la qualité du service, et surtout diminuer les coûts. Donc, ceux qui auront fait le pas vers la blockchain vont gagner des avantages extrêmement importants en termes de compétitivité. Donc, je dirais que la première génération de la révolution numérique, eh bien, c'était l'Internet de l'information, où vous pouviez envoyer des fichiers par Internet. Et quand vous envoyez un fichier, à l'époque, c'était encore aujourd'hui, vous envoyez une copie du fichier. Le fichier original, il est toujours chez vous. Et aujourd'hui, l'Internet de la valeur, cette deuxième génération, on envoie de la valeur par Internet. Vous pouvez envoyer un billet par Internet. Et donc, aujourd'hui, je dirais, nous y sommes, c'est cette technologie et c'est l'âge de la blockchain. Voilà, j'espère vous avoir démystifié un petit peu ce sujet qui est quand même un hot topic, que vous avez compris la finalité et la philosophie, et chacun dans vos entreprises respectives vous rendre compte de ce qui est en train de se passer et comment vous pourriez envisager l'avenir. Donc, je me tiens à vos dispositions pour des questions-réponses.